Bonjour et bienvenue à notre émission Érable approfondie. Aujourd'hui, nous vous présentons la troisième et dernière partie d'un événement depuis le motel Le Phare de Plessisville du 745 de l'avenue Saint-Louis qui a eu lieu samedi le 29 avril 2023. Il s'agit de la 12e séance d'information et de consultation pour le projet de regroupement de la ville et de la paroisse de Plessisville. Pour mettre en contexte ce que nous diffusons aujourd'hui, nous vous rappelons que pendant notre émission Érable en bref du 1er mars, nous avions informé à la population sur les résultats d'une étude d'opportunité de fusion municipale réalisée par la ville et la paroisse de Plessisville, avec l'aide technique du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Selon ce que l'étude montre, un regroupement municipal produirait des économies pour les deux municipalités, ainsi qu'une croissance économique de l'ensemble du territoire. Avant ces démarches de regroupement, la ville et la paroisse de Plessisville ont été en conflit pendant des décennies. Elles ont eu des difficultés à s'entendre par rapport au partage des services que la paroisse avait besoin de la ville et des autres affaires qui ont fini par des oppositions élevées en cours. Les deux maires, M. Pierre Fortier pour la ville de Plessisville et Jean-François Labbé pour la paroisse, élus en novembre 2021, se sont mis à travailler dans le début de leur mandat pour essayer de régler les différences entre les deux municipalités. Suite à l'étude d'opportunité de regroupement, les deux municipalités ont établi le 29 mars et le 29 avril comme date pour deux journées d'information et de consultation publique où des spécialistes ont expliqué les conclusions de l'étude, avec une période de questions offertes à la population. La dernière séance de samedi le 29 avril 2023 a compté avec la participation de près de 110 citoyennes et citoyens de Plessisville. Pour ce dernier épisode, le public s'exprime, pose des questions et les spécialistes répondent. Les deux maires, l'expert de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, M. Nicolas Plante, et les deux représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, M. David Thibault et Dominique Duval, donnent des précisions à la demande des citoyennes et citoyens qui ont participé de la rencontre. Voici donc la troisième partie de cette dernière séance de consultation. Votre nom, votre municipalité? Bonjour, Isabelle Labranche, la paroisse de Plessisville. Pour ma question, je vais me référer aux pages 34 à 37 de l'étude. Impact du regroupement sur la charge fiscale. On peut voir que les unités commerciales et industrielles situées en paroisse qui auraient des hausses importantes. Vous mentionnez qu'une mesure d'harmonisation de la charge fiscale pourrait être prévue pour atténuer ces hausses. Est-ce que ça veut dire que l'économie prévue de 280 000 ou 281 en tout cas, puis ce montant-là sur un budget de 17 millions, c'est quand même pas beaucoup, là. Ça pourrait être utilisé pour atténuer ça ou que c'est les autres secteurs qui vont contribuer à atténuer cette hausse-là? C'est une excellente question. Moi, je vais répondre pour le 1 an qu'on a calculé, mais si M. Plante veut compléter, là, je vais l'inviter à le faire. On aurait pu faire ça, mais c'est pas ça qu'on a fait. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que, comme on voit dans ces pages-là, les catégories résidentielles partout ont des hausses, ont des baisses très importantes, là, y compris à la ville, à la paroisse. Ce qui fait que quand on fait une mesure d'atténuation pour le commercial et l'industriel, ben c'est le foncier résiduel qui vient compenser. Donc, une unité résidentielle, par exemple, à la ville de Plessisville, quand on a une mesure d'atténuation, sa première année, sa réduction, elle sera peut-être pas de 7 %, elle va peut-être être de 5 ou 4 %. Parce qu'elle va compenser le manque de revenus pour permettre à l'industriel et le commercial de ne pas monter trop vite. Donc, c'est de cette manière-là, nous, qu'on a fonctionné dans notre étude. Quand on fait un regroupement, d'habitude, c'est comme ça qu'on fonctionne. On ne gruge pas les économies d'échelle pour le faire. On ne l'a pas fait dans l'étude. C'est pas comme ça qu'on a travaillé. Puis là, pour les autres années, je ne peux pas parler à la place de M. Blanc. Juste préciser que l'argent du PAFREM peut servir aussi à combler à supporter cette harmonisation-là. Elle peut être utilisée, en fait, il n'y a pas beaucoup de critères pour utiliser le 954 900 $ dont on a vu tantôt, qui risque d'être plus élevé, mais l'argent pourrait être utilisé pour ça. Oui, mais
suite à ça, là, la subvention, vous dites que ça va être établi sur 3 ans au lieu de 5 ans? Là, c'est le PAFREM. Mais si là, je veux juste bien comprendre, là, c'est dans la mesure d'harmonisation que là, on n'est pas assez vite, on est trop vite, juste pour bien comprendre. Moi, je voulais savoir. Parce que. C'est l'argent, là, ce que je comprends, c'est la subvention qui sert à harmoniser. Non, peut-être je peux amener. Là, moi, je vais juste terminer. Dans l'étude qu'on a, parce que vous me posez une question par rapport à l'étude qu'on a. Oui. L'étude, on a pris les revenus manquants, on prendrait les revenus manquants dans les catégories résidentielles générales parce que celles-là ont des baisses importantes. Donc, ces personnes-là vont connaître la baisse totale moins vite aussi. C'est ça. Okay. Mais, normalement, quand il y a harmonisation, ça se fait, c'est une équation à somme nulle, c'est-à-dire que l'étude du ministère le fait en 1 an, c'est-à-dire voici le résultat. Si tout le monde est harmonisé d'un coup, voici qu'est-ce que ça va donner, mais ça fait en sorte que certaines catégories vont baisser, d'autres vont augmenter. Donc, quand on a présenté, nous, sur 5 ans, c'est qu'on harmonise vraiment. Ceux qui baissent, on les fait baisser graduellement. Toutes les catégories qui ont baissé, on les fait baisser graduellement. Idem pour la tarification. Là. Donc, tantôt, il y a une question, c'est sur les secteurs desservis ou non desservis. Là, c'est très disparate entre la ville et la paroisse. Il y en a qui ont des compteurs, etc. Donc, on vient harmoniser ces tarifs-là. Donc, on réduit toute la portion de tarification graduellement pour arriver dans le cas qu'on a présenté, c'était 5 ans, qui arrive à une somme nulle. Parce que c'est sûr que si j'utilise une subvention ou j'utiliserais du surplus pour atténuer ça, un surplus, une subvention, c'est pas récurrent. Donc, ça viendrait me créer une problématique. Donc là, on le fait vraiment une harmonisation. Donc, quand il y a eu les anciennes études de fusion ou de reconstituer ou peu importe, il y avait vraiment des termes où l'harmonisation, on avait un délai X et c'est ce que les gens du ministère disaient tout à l'heure. Dans le décret, ça sera un élément pour dire, je pense que c'est dans ce petit document-là là, que c'est marqué entre 2 et 8 ans, là, qui sera déterminé. Donc, ça va faire en sorte que le secteur qui a augmenté beaucoup, là, principalement à cause de l'application des taux variés, là, c'est le commercial et l'industriel en paroisse. Ben là, c'est d'essayer d'étirer cet effet-là pour que annuellement l'augmentation soit plus acceptable. Okay. Merci, M. Plante. Monsieur le maire de la paroisse. Oui, juste rapidement, juste préciser que le conseil de la paroisse avait pris la décision l'année passée, à notre premier budget, on avait dit on veut instaurer les taux variés parce qu'on voyait, puis on avait vu qu'est-ce qui se passait durant ma campagne électorale. J'avais des producteurs qui m'avaient dit regarde qu'est-ce qui se passe à Warwick, à d'autres endroits. Là, Joanne, j'avais dit on va mettre ça en place le plus rapidement possible, mais le plus rapidement possible, il faut que j'apprenne que ça prend plusieurs étapes. Donc, il fallait passer par la MRC. Jean a donné de l'information à Joanne. Puis, malgré le fait qu'on se regroupe ou pas, on veut y aller vers un taux varié, qui est le plus équitable, mais on va le faire progressivement. Fait que c'est un peu ça. Merci, Isabelle, ta question. Merci. Madame Labranche, merci beaucoup. Je rajouterais aussi au niveau des taux de taxation, ce qui est important à comprendre, vous avez vu que le commercial et l'industriel sont plus impactés par ces taux de taxation-là. Par contre, à Plessisville, ça fait longtemps qu'on a ça, là, le commercial industriel, puis les taxes commerciales industrielles ne sont pas différentes à Plessisville qu'ailleurs. Là. Nos voisins, Princeville, Victo, puis partout dans la province, tout le monde paye des taxes commerciales et industrielles. Fait que là, ces nouveaux taux-là vont être instaurés, fait qu'on donne 5 ans, que je comprends bien, pour les mettre à 100% de la vraie valeur. Fait que, puis en plus, les gens qui ont des commerces puis des industries, il y en a déjà certains qu'on les a mis au courant, on est allé rencontrer, et ils sont à l'aise avec la situation. Puis en plus, il y en a beaucoup qui ont des commerces et des industries ailleurs que Plessisville. Fait qu'ils payent déjà ces taux de taxation-là ailleurs. Je voudrais juste revenir, si vous me permettez, sur l'intervention de M. Boisjoli, c'est ça, oui? Au niveau agricole, oui, Plessisville est une ville agroalimentaire d'une façon très importante. On ne se le cache pas, là, on a parlé un peu à mots couverts tout à l'heure, on est allé rencontrer Saputo pour lui dire qu'on était ailleurs et qu'on était prêt à lui fournir ce qu'il avait besoin. D'ailleurs, ils sont en processus, Saputo est dans un processus important. Ils vont annoncer quelque chose qu'on sache bientôt. Mais ce qu'on leur a dit, c'est qu'on va leur fournir ce qu'ils ont besoin.
Ça, c'est clair. On n'a pas juste rencontré Saputo, on a rencontré AgroPure, on a rencontré Fruits d'Or. Ces gens-là, on les accompagne, puis on va leur donner ce qu'ils ont besoin. C'est des usines qui ont besoin de beaucoup d'eau, beaucoup de services, beaucoup d'eau, beaucoup d'égouts sanitaires. Mais on est là pour eux autres, puis on va faire pour qu'ils puissent se développer. En 2015, Fruits d'Or n'était pas là. Fruits d'Or a à peu près 500 jobs actuellement à Plessisville. Puis ça, c'est public, là. Je n'ai pas à cacher ça, là, mais bientôt, Fruits d'Or va payer pas loin d'1 million de taxes. Fait que c'est un leader mondial dans le développement de la canneberge biologique, puis on peut être fier d'avoir ça à Plessisville. Puis les entrepôts de congélation dans le parc industriel de Plessisville congèlent à peu près le quart de la production mondiale de canneberge à Plessisville. Puis en plus, on est en train de... il y a un entrepôt de sirop d'érable qui est en train de se construire. Fait qu'avec Laurierville, on va avoir 100% des entreposages mondiaux de sirop d'érable. Merci, M. le maire. Merci, monsieur. Avant de vous donner la parole, je vous rappellerai qu'il ne reste à peu près que 25 minutes à cette période de questions-commentaires. De là, l'importance, si vous avez une question ou un commentaire, d'aller faire la file pour pouvoir vous assurer que vous allez être priorisé au second ou troisième commentaire. Mais, monsieur? Bertrand Lecourt, paroisse de Plessisville. En 78, quand j'ai acheté mon terrain, c'était un champ de maïs. C'est M. Fortier qui me l'a vendu. Puis il y avait M. Godbout à ce moment-là qui était directeur général. Je pense que c'est bien M. Godbout. J'avais demandé quand est-ce qu'on va faire partie de la ville. Il dit pas avant 25 ans. Aujourd'hui, je pense que ça fait à peu près 43-44 ans de ça. Ce que je veux dire, c'est que je suis originaire de Princeville. Puis il y a toujours eu une rivalité entre Princeville et Plessisville. Aussi longtemps que je me souvienne. Dans le temps, c'était le baseball. Aujourd'hui, c'est l'économique. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, je suis fier d'être de Plessisville. Quand je vais à Victo, je passe à Princeville, je passe vite. C'est pas beau pour Princeville. Attention, vous n'allez pas une étiquette. Ah, c'est justement... Le seul problème, c'est qu'il faut ralentir à 50, sinon tu prends une étiquette. Mais quand j'arrive à Plessisville, il y a un maudit beau grand boulevard qui part d'en haut, qui va jusqu'en bas. C'est beau, c'est propre, la circulation se fait bien. De chaque côté, il y a des belles résidences. Il y a du beau commercial. Et à Plessisville, il y a un trésor que peu de gens ont dans leur ville. On a un carrefour culturel, un barrage, une île, un beau lac pour faire de magnifiques activités. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que la fusion se fasse au plus sacrant et que ça crée un nouveau dynamisme à Plessisville. Et je vous jure qu'on va oublier vite Princeville pour les quelques années qui semblaient avoir eu le dessus sur nous autres au niveau économique. Ça va créer un nouveau dynamisme social, nouveau dynamisme économique, et on va tous en profiter. Nos maisons, nos propriétés vont toutes prendre la valeur, puis Plessisville, ça va devenir un milieu agréable. Puis il y a des belles terres agricoles à Plessisville. Quand on ne sait pas quoi faire dimanche après-midi, là, on va se promener dans les rangs, puis c'est beau. C'est beau, les terres agricoles, puis il faut tout protéger. C'est un milieu agricole, que voulez-vous qu'on fasse? C'est comme ça. Et puis moi, je souhaite que ça se fasse au plus vite. Et c'est la meilleure des choses qui ne pouvait pas arriver à Plessisville pour créer un nouveau dynamisme super positif. Merci, M. Lecourt. Merci. Juste, peut-être que je dise un petit commentaire, là, mais Princeville nous a tirés vers le haut depuis des années. Puis ils font un travail colossal de leur côté. En tout cas, moi, j'apprécie de travailler avec Gilles Fortier et M. Laurier-Chagnon. Donc, il faut rester complémentaire, il faut s'entraider, puis ça va faire partie du leadership de Plessisville, du futur Plessisville. Madame, la parole est à vous. Oui. Berthe Marcoux, paroisse de Plessisville, éco-exploitante d'une ferme agricole. Là, on a entendu parler de commercial, de résidentiel, d'industriel. Je vais vous parler de l'agricole. Avez-vous pensé à la protection de la ruralité au sein de la MRC agricole? Parce que la population de la paroisse représente l'équilibre des forces politiques dans la MRC de l'Érable. Et je m'explique. Il y a 11 municipalités dans la MRC de l'Érable. Il y a 23 votes qui sont accordés selon la population des municipalités. Actuellement, 10 sont pour les deux villes et 13 pour la paroisse, pour les autres paroisses agricoles. Alors, advenant un regroupement, on se retrouve avec 12 votes du côté des villes et la minorité du côté agricole, autrement dit, des municipalités rurales. Alors là, à ce moment-là, ça va ouvrir la porte à des règlements municipaux et régionaux abusifs envers les minorités agricoles et rurales qui n'auront pas leur mot à dire parce qu'ils vont devenir, autrement dit,
minoritaire. Alors, c'est ça que je voulais que vous réfléchissiez à cette partie-là pour essayer d'instaurer un mécanisme qui ne pénalise pas, qui ne donne pas le plein pouvoir aux villes, puis qu'on abandonne les municipalités rurales. Ça, c'était mon commentaire. Mais j'ai une question. Je vais essayer d'être assez vite. Aujourd'hui, vous nous présentez une étude de regroupement avec la ville, Monsieur le maire. Pourquoi on n'a jamais entendu parler de regroupement avant? Pourquoi si peu d'informations? Ce n'est pas au conseil municipal seulement de décider de l'avenir de la municipalité. C'est vrai, vous avez été élu sur la promesse d'entretenir de saines relations avec la ville, et justes et équitables, avantageuses pour les deux parties. Vous les avez réussi. Et vous avez aussi promis que vous metteriez le citoyen au centre des décisions. Alors, il est temps, Monsieur le maire, d'arrêter le processus et de demander aux citoyens s'ils veulent vraiment un regroupement, ce qui n'a pas été fait. Le conseil municipal est parti de l'avant avec le projet, mais les citoyens n'ont pas été consultés. Pourtant, on a le mouvement, l'organisme municipal. Vous auriez pu nous parler dès le départ du projet que vous fassiez, mais vous ne l'avez pas fait. C'est pour ça que je demande aujourd'hui, arrêtez le processus, organisez un référendum sur la question, puis après ça, on continuera. Si il est positif, on continuera pour le regroupement. Puis s'il est négatif, bien, il y a d'autres personnes qui sont capables de gérer une municipalité rurale. C'est la question que je voulais vous poser. Merci, Mme Marcoux, pour votre question. Monsieur le maire de la paroisse. C'est des très bonnes questions. Je vais prendre le temps à plusieurs volets. Merci, Mme Marcoux, de venir poser la question. Moi, je pense que c'est un processus démocratique. Je suis vraiment content que vous soyez là, qu'on prenne le temps de poser la question. J'ai vécu 22 ans en politique municipale, donc je sais comment ça fonctionne. Exact. Mme Marcoux a été mairesse de la paroisse. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs réunions aussi au Motel Lefort dans les années 2005, parce que j'ai été conseiller municipal à la ville de Plessisville à une certaine époque. Mais il y a deux choses très importantes, là. Le leadership du monde agricole. Moi, je pense qu'on a la preuve que dans les dernières années, on a eu une MRC qui était non fonctionnelle à cause de ces chicanes-là ville-paroisse. Tantôt, Pierre a dit que la MRC, on est une des pires MRC au niveau de vitalité économique. C'est le signal qui nous dit que ça ne fonctionnait pas. Moi, je pense que le leadership régional se fait avec les élus qui sont mis en place. Puis, c'est pas en restant sur notre côté de rue, puis qu'on dit, vous devriez faire ça. Moi, je pense qu'on a deux. Rémi va dire que je ne suis pas un vrai producteur agricole, mais moi, je me considère parce que je paye assez ma prime. Mais ça prend des entrepreneurs agricoles qui viennent influencer les décisions. Puis aujourd'hui, on a deux maires qui sont sensibles au monde agricole, qui ont beaucoup de conseillers au niveau agricole, on ne se le cachera pas. Moi, je pense que le leadership se prend comme ça. C'est pas en restant de notre côté. Puis, on va amener la ville de Plessisville, on va amener le nouveau Plessisville à avoir cette vision-là, cet aspect-là agricole à préserver, comme Princeville le fait présentement. Puis je peux vous dire qu'ils protègent puis ils défendent les intérêts du milieu agricole. Donc, c'est juste la partie, on a le même but commun, c'est juste de la façon qu'on l'applique que là, je ne suis pas en accord avec la pensée de rester sur notre côté puis d'avoir une représentation. Moi, je pense que le leadership qu'on joue présentement à la MRC va nous appuyer dans nos demandes pour accompagner le milieu agricole, le milieu forestier tout le long du processus avec les autres municipalités. Puis ça, j'en fais un mandat pour le temps du mandat qui nous reste. Là. On va continuer à représenter ces valeurs-là du monde agricole à la table des maires de la MRC. C'est ce que je peux faire. Puis si je ne suis pas le bon pour faire ça, ben, je vais appuyer, c'est sûr certain, un élu qui va avoir ces mêmes valeurs-là, qu'on partage, Mme Marcoux, du milieu agricole. Ça, je peux vous le dire. Oui, je rajouterais aussi, au niveau de la MRC, Mme Marcoux, vous savez que je suis un agriculteur, puis je vais protéger le monde agricole bien avant. Je vais le protéger haut et fort. D'ailleurs, j'ai commencé à le faire là, tout à l'heure quand je vous disais que le provincial veut nous pousser des responsabilités importantes. Là.
À un moment donné, là, regarde, ça ne marche pas. Puis une majorité des responsabilités qui nous poussent aussi viennent du provincial. On est obligé d'acquiescer. On n'a pas grand-chose à dire là-dessus, mais heureusement que l'UPA est là aussi puis fait un débat important. Mais soyez assurés qu'au niveau de la MRC, il faut être un ardent défenseur de l'agriculture, puis regardez les maires qui sont là. Gilles Fortier, c'est un ancien agriculteur. Yves Boissonneau, c'est un ancien agriculteur. Donald Lamontagne, c'est un ancien agriculteur. Marc Simoneau est un producteur actif. Gervais Pellerin d'Inverness, il est un producteur agricole aussi à sa retraite. À part de ça, là, mais l'agriculture dans notre MRC est importante, puis elle va garder sa place, puis on va être des défenseurs là-dessus, il n'y a pas de doute. La dame a parlé a nommé le mot référendum. Ben oui, c'est sûr. Là, je voulais. C'est sûr et certain que je veux parler. Que ça soit une surprise, je pense pas que ça soit une surprise ce qu'on fait ici aujourd'hui. Dès notre début de mandat, on n'avait pas un mois d'élu, on a dû faire un budget municipal. Puis, à l'intérieur du budget, on a mis un 25 000 $ pour une étude de regroupement municipal. Donc, déjà, en partant, il y avait l'intention de réaliser l'étude. Puis, je vous invite à aller à la rencontre de vos conseillers municipaux là, de la paroisse, de la ville aussi, si vous n'êtes pas en faveur, puis de leur dire que vous n'êtes pas en faveur. Puis, nous, on est élus démocratiquement pour représenter une majorité. Moi, je pense qu'on a fait le travail à la dernière élection. Oui, on n'a pas, c'est pas un mandat pour le référendum, ça, je vous conviens. Vous avez raison. Mais on a, comme gestionnaire, comme administrateur, on a des faits devant nous. C'est des faits assez durs qu'on peut voir. En tout cas, personnellement, moi, je trouve ça, c'est un constat. Je ne vous cacherai pas que je ne suis pas surpris de voir ça parce que moi, je le voyais depuis des années. Puis, on faisait nos propres graphiques, Jonathan et moi, mais on n'avait pas l'opportunité de présenter ça à la population. Là, aujourd'hui, je pense qu'on fait les bonnes étapes. On fait les bonnes étapes. Me demander d'arrêter le processus de regroupement, c'est pas moi qui ai le pouvoir de faire ça. C'est les élus, c'est les conseillers municipaux. Puis présentement, l'information que j'ai de mon conseil, c'est de continuer à aller de l'avant avec ce regroupement-là. Je ne vous cacherai pas que lundi, on a une séance publique. On va prendre le temps en caucus de discuter de ça. Mais aujourd'hui, vous dire que je mets fin, je vous invite à la séance publique du 1er mai, de lundi, s'il y a d'autres personnes qui sont pas en cette faveur. Très bien. Je pense que ça répond bien à la question de madame. À vous la parole, madame. Bonjour, Roxane Fortier, résidente de la ville. Premièrement, moi, j'attends ce moment-là depuis longtemps, qu'il y ait un regroupement, depuis que j'ai découvert qu'il y avait 2 municipalités à mon arrivée ici. Mais par contre, ça soulève quand même une crainte, je dirais, là, que j'entrevois. Monsieur Labbé, vous y avez déjà partiellement répondu, là, un peu en disant qu'on limiterait l'étalement urbain. Mais, tu sais, je vois quand même l'intérêt très grand pour n'importe quel commerçant de dire je vais me prendre un terrain puis m'installer sur le bord de la 116, de la 165, de la 265. Puis on comprend que les intérêts individuels à faire ça sont forts puis sont compréhensibles. Par contre, notre centre-ville s'en ressent déjà depuis des années puis risque de s'en ressentir encore plus. Et c'est M. Lecourt, je pense qu'il a parlé tout à l'heure que Plessisville, c'est plus beau que Princeville. Quand les gens viennent à Plessisville puis trouvent ça beau, c'est pas parce qu'ils sont passés sur la 116, c'est parce qu'ils sont rentrés un petit peu à l'intérieur. Puis peut-être qu'ils ont l'impression qu'on a encore un centre-ville vivant parce qu'ils passent le dimanche. Puis là, ils se disent c'est fermé parce que c'est dimanche. Mais on sait que c'est fermé de façon permanente pour plusieurs établissements. Et donc, ma crainte, c'est ça, là, c'est que avant le regroupement, dans, mettons, l'administration précédente, il y a eu, je pense, des actions pour justement densifier puis favoriser le centre-ville parce que de toute façon, il n'y avait plus d'endroits pour développer. Puis là, ma crainte, c'est que ça devienne un peu trop facile de ne plus faire ces efforts-là. Pas tant de la part de l'administration, mais que, tu sais, par les forces économiques, ça se fasse. Et donc, moi, ce que je demande un peu aux élus, c'est de s'assurer de structurer des incitatifs, en tout cas, pour revitaliser le centre-ville, utiliser les lieux commerciaux qu'on a déjà, comme le centre d'achat, puis peut-être qu'il faudra se réinventer puis mettre d'autres choses dedans. Là, mon fils de 12 ans parle d'un skatepark intérieur.
aucune idée si ça se fait, mais tu sais, des fois, on peut peut-être écouter la jeunesse aussi pour avoir des idées. Fait que c'est ça, moi, c'est ma seule crainte, en fait, là, c'est qu'on finisse par ressembler à un mini Brossard ou Thetford Mines ou Princeville, si on veut, avec juste des commerces qui demandent des chars pour y aller. Donc, voilà. C'est excellent comme... Rapidement. Rapidement. S'il vous plaît. On est à 15 minutes de la fin, puis la file s'allonge. Alors, il va falloir qu'on accélère. Ah ouais. Ben, rapidement, c'est sûr que si on n'est pas assis à la même table, si on ne se parle pas, on ne peut pas se donner cette vision-là du développement. Puis, l'étalement urbain, on sait qu'il est en compétition présentement. Puis, il faut arrêter d'être en compétition, il faut être ensemble à la même table, décider de ce qu'on veut pour le futur. Puis, il y a autant de bonnes idées en ville qu'il y a des bonnes idées en paroisse. Ça, je peux vous le dire par l'avoir vécu, mais l'important, c'est d'être assis à la même table pour se donner une orientation claire sur le futur qu'on va avoir. Puis, ça rejoint. Si on ne fait pas ça, on va continuer à s'étaler de façon disparate dans la municipalité et dans la MRC. Puis ça, il faut arrêter ça. Merci beaucoup. Merci, madame. Je suis vraiment désolé, j'aime pas faire ça, mais on m'a donné le mandat d'y aller avec une première question. Désolé, madame Vigneault. Monsieur derrière, on va vous donner la parole. Et puis, je le répète une énième fois, il reste maintenant 14 minutes à ce dialogue-là. Je vais être très bref. Merci. Moi, mon nom, c'est Denis Rousseau, retraité depuis bien des années. Je suis de la paroisse. Puis, ce que la paroisse et la ville sont en train de faire, c'est un rêve que j'ai depuis des années, mais que je ne suis pas un politicien. Puis j'ose espérer qu'on va voir un Plessisville uni avant que je parte pour un autre monde. Merci. Madame Vigneault. J'ai une question qui s'adresse à M. Plante sur l'étude. Fait que c'est important, c'est une étude qui parle du futur, hein, fait que c'est quand même important de pouvoir poser nos questions sur les documents qui ont été présentés. Absolument, donc, merci. Je suis Claire Vigneault, résidente en paroisse de Plessisville et propriétaire de terres forestières et à vocation agricole. À la page 6 de votre étude, M. Plante, vous nous parlez de l'analyse historique, le fardeau fiscal de la maison moyenne résidentielle. Je voudrais savoir, là, on voit qu'en paroisse, en 2016, on payait 1 741 $ et en 2022, 2 329 $. Ce compte de taxe-là, il est pour une résidence qui a les deux services, l'une et l'autre, là? Oui. Bon, c'est parfait. On compare des oranges avec des oranges, c'est parfait. À première vue, quand j'ai vu ce graphique-là, j'ai vite constaté qu'en 2016, les résidents de la paroisse y payaient 253 $ de moins que ceux de la ville en 2016. Et en 2022, les résidents de la paroisse y payaient 226 $ de plus que ceux de la ville. Par contre, à la page 17 de votre étude, vous indiquez que la valeur moyenne de la résidence moyenne en ville est de 151 140 $ et que celle de la paroisse est de 180 820 $. Donc, la résidence moyenne de la paroisse est de 30 000 $ à peu près, là, de plus que celle en ville. Il faut donc, quand on fait ces comparaisons-là, les mettre sur un même pied d'égalité. Non. Il faut, quand on compare le compte de taxes de ces deux municipalités, de ces deux résidences-là, le mettre sur le même pied d'égalité. Je pense que M. Plante a déjà Alors, non, mais j'ai une question sur votre graphique, M. Plante. Allez-y. Une question sur le graphique. Alors, on voit, je ne sais pas, est-ce qu'on peut mettre le graphique à l'écran? C'est pas moi qui contrôle. L'analyse historique. Mais votre question? Oui, mais allez-y avec la question. Là, je l'ai. Là, bon, OK. Alors, on voit qu'en 2016, en ville, on payait 1994. C'est ça? Attendez, là, vous êtes à la page 6. Oui. En paroisse, en 2016, on paye 1741. Oui, c'est ça. Je fais une ligne, là, moi, là. Une ligne, là, sur ces deux dates-là, là. Oui. Je ne suis pas capable de voir avec mes yeux là, qu'il y a une différence de 253 $ de moins
en paroisse qu'en ville. C'est parce que regardez le graphique, il y a une coupure de diagonale pour que ça rentre dans Attendez ma question. Oui, on l'attend impatiemment. Alors qu'en 2022, quand je mets la ligne, là, hein, on paye en paroisse 226 piastres de plus. Et là, je peux voir franchement et clairement, je n'ai pas besoin de sortir ma loupe, là, qu'il y a la différence supérieure en paroisse qu'en ville. Donc, c'est ça ma question. Comment on peut, sur un même graphique, pas voir une différence de 253 et voir une différence franche de 226? Merci pour votre question, Mme Vigneault. Alors, je vais répondre à la première question là, concernant la valeur foncière moyenne là, qui a été utilisée. Là, cette valeur-là varie d'une municipalité à l'autre et les taux de taxation sont calculés en fonction de la richesse foncière de chacune des municipalités. Donc, demain matin, pour desservir une maison desservie à la paroisse, 2 services, et la même maison qui va être en ville, qui n'a probablement pas les mêmes éléments. Et si je change de municipalité, je ne peux pas comparer la même maison, parce que je vais faire un exemple, là, entre Sorel-Tracy puis Boucherville, la maison moyenne qui coûte les mêmes services à desservir à Sorel-Tracy est à 150 000, puis à Boucherville est à 450 000 $. Mais si je regarde le taux de taxe, ils sont complètement différents, mais à la fin, les 2 maisons vont payer sensiblement les mêmes taxes. Donc, c'est pour ça qu'on prend vraiment la maison moyenne qui est en paroisse et celle qui est en maison moyenne en ville pour constituer. Maintenant, ce qui a trait au graphique, c'était juste une question, là, c'est pas voulu. Vous avez les chiffres qui le démontrent. Là, donc, si vous regardez, il y a des lignes en diagonale qui ont coupé les graphiques. C'est le logiciel qui fait ça automatiquement. Là, donc, c'est pas, il n'y a rien de voulu. Là, on ne le voit pas à l'écran. Là, mais, non, on ne le voit pas à l'écran. Mais ça ne change rien. Vous avez les écarts entre les deux. Là, outre de dire qu'en 2016, c'était ça. En 2022, il y a une augmentation de 600 $ d'un côté puis 110 $ de l'autre. Je pense que c'est ce que le graphique voulait montrer ou les chiffres voulaient démontrer. Merci, M. Plante. On va passer à une première question de monsieur. Désolé, Mme Vigneault, c'est vraiment l'horloge aussi qui fait sa dictature. Monsieur, votre nom. Bonjour, Steve Boudreau. J'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai été élevé dans une maison sur la rue Foran, du côté paroisse. J'ai un commerce en paroisse. J'ai des bâtisses commerciales en ville. Moi, depuis que je suis jeune, j'entendais de la chicane entre la ville et la paroisse. J'ai vécu là-dedans, pas tellement familial. Il y avait des terres agricoles en arrière de chez nous. Je comprends très bien le milieu agricole. Quand j'écoutais la manière que c'était divisé, je trouvais que ça semblait pour moi équitable, bien que je ne suis pas un agriculteur. J'ai aucune idée là-dessus. Par contre, j'ai des bâtiments dans la paroisse et dans la ville pour plusieurs millions de dollars aux 2 endroits. Je paye des taxes aux 2 endroits. J'en paye beaucoup plus à la ville qu'à la paroisse. Par contre, je voulais venir ici le dire comment moi je me sens là-dessus. Je sens que si Plessisville veut grandir et tout ça, on va devoir en payer des taxes, c'est sûr et certain. Je comprends la réalité, je n'ai pas la même là, que les agriculteurs et tout ça. Mais moi, je suis fier d'être là. Je voulais être à Plessisville. Je suis content quand même d'en payer des taxes ici. Puis je tenais à le dire. Puis la chicane, c'est sûr, moi, je n'avais pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ça vivre là-dedans. J'ai des très bons amis qui sont agriculteurs, très bons amis dans le commercial aussi. Mais moi, je trouvais que votre projet semblait bien. Merci, M. Boudreau. Bonjour, monsieur. Bonjour, Richard Tachereau, résident de la paroisse, commerçant en ville. J'ai regardé un petit peu les études, j'ai regardé un petit peu tout ça, les hypothèses qui ont été prises. Je ne m'y connais pas beaucoup dans les chiffres. Vous pouvez nommer votre titre. Oui, je suis comptable agréé. Donc, écoutez, les études, les hypothèses qui ont été mises là m'apparaissent parfaitement plausibles. 280 000 $ d'économie, je trouve que c'est pas rien. C'est beaucoup d'argent. Peu importe sur le chiffre sur lequel on le rapporte. Et à ça, je pense qu'il faut ajouter aussi ce qu'on ne dépensera plus à négocier des ententes. Négocier des ententes, c'est du salaire. Ces derniers temps, c'était des frais d'avocat. J'ai rien contre les avocats, mais ça coûte cher. Donc, si on ajoute tout ça, c'est beaucoup d'argent, là.
Combien de frais d'avocat au cours des dernières années qu'il faudrait rediviser là, par année pour voir? Il ne faudrait pas oublier ça. Deuxième des choses aussi qu'il ne faudrait pas oublier, moi j'ai eu connaissance de gens qui sont partis s'établir, des jeunes qui ont dit non, on ne s'établit pas à Plessis civile. Ils lançaient des chicanes, ils étaient tannés de ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça, ces choses-là. C'est tout le développement d'une région. La MRC de l'Érable est la plus petite MRC au Québec, ou à peu près. Il y en a des plus petites. Il y en a une autre plus petite, OK. Qu'est-ce qui va arriver avec des petites MRC si on n'est pas fort? On va se faire diviser. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça non plus. Merci. Donc, tout ça mis ensemble, je pense que ça vient justifier grandement le regroupement. Donc, il y a autant les facteurs économiques que les facteurs humains qui sont importants à prendre en compte. Je pense qu'on est rendu là. Je pense que tout le monde est tanné de la chicane, ou à peu près tout le monde, à part quelques exceptions qui aiment ça, mais peut-être, mais en tout cas, je pense que la plupart en ont leur troc. Merci, M. Tachereau. Merci beaucoup. Je vous donne la parole à vous, monsieur. On est à 4 minutes de la fin de cette période d'échange. C'est bon. Mon nom, c'est Jimmy Vigneault, mais je vais faire ça court. Moi, ce que je veux vous dire aux deux maires, je veux vous féliciter parce que votre job, je ne la ferai pas. Puis je me considère un peu assis dans les estrades. Puis c'est facile de venir ici en avant puis critiquer, mais je viens pour vous... je veux vous lever mon chapeau à vous, vos équipes. Je suis 100% avec vous autres. J'ai des terrains en paroisse puis en ville, puis j'ai hâte de payer mes comptes de taxes rien qu'à une place. Fait que félicitations à vous autres. Merci. Merci, M. Vigneault. La parole est à vous, monsieur. André Lemieux, résident à la paroisse, puis j'ai un commerce aussi en ville. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est souvent, on parle que Princeville, ça va bien, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qui aurait dû se passer il y a longtemps? T'sais, parce que moi, les projets de développement que j'ai, c'est pas parce que ça fait longtemps que je veux le faire, mon projet de développement. Puis dans le passé, j'avais ça en tête, j'ai toujours eu ça en tête. Puis depuis le début des années 90, je voulais procéder dans ce sens-là. Puis, il y a à peu près 3 ans, je sentais un vent de changement au niveau municipal. Fait que c'est là que j'ai décidé de commencer à brasser ça, parce que j'avais une vision qui commençait à être partagée par les élus. Puis ça a fait en sorte que sur le bord de la route 116, j'ai commencé à brasser de la terre, j'ai commencé à mettre ça en place avec un réel... Je pensais vraiment là, qu'on y allait dans ce sens-là. Puis ça aurait dû être fait il y a 20 ans. Aujourd'hui, là, on aurait complètement une autre dynamique à Plessisville s'il y avait eu un regroupement, parce que ces projets-là que j'ai présentés il y a peut-être 1 an ou 2, je l'aurais présenté il y a 20 ans. Puis aujourd'hui, on s'est rendu vraiment ailleurs. Isabelle Labranche à la paroisse de Plessisville. Un autre sujet. Service incendie. Oui. On va changer. On sait qu'il va y avoir un nouveau service incendie en 2024. Qu'il y ait un regroupement ou qu'il n'y ait pas de regroupement, il va non, de la paroisse et de la ville, il y a un nouveau service incendie qui va être instauré en 2024. C'est ça? Je préciserai après. OK. Et Bon. Ben, je suis d'accord, si on optimise les choses, c'est parfait. Dans l'étude d'opportunité, il dit, vous mentionnez qu'il va y avoir la fermeture éventuellement de la caserne en paroisse. C'est bien ça, là? Dans page 42, c'est écrit ça. Donc, c'est qui décide où ce vont être les équipements du service incendie? C'est-tu les municipalités ou le service d'incendie? Puis, tu sais, ils vont être où? Celles qui vont desservir les gens en milieu rural. Parce que les équipements, c'est pas les mêmes pour la ville qu'en milieu rural. Monsieur le maire de la paroisse? Oui, j'ai une excellente question parce qu'on n'a pas pris le temps de mesurer l'impact que ce que ça pouvait avoir l'air à la MRC avant ça. Vous savez, on a le service le CIRE puis la ville de Plessisville. À notre arrivée comme maire, puis Pierre ne fait pas partie du CIRE, donc il ne siégeait pas. Moi, j'ai eu le portrait du CIRE, puis sa vision du futur, c'était de bâtir une nouvelle caserne, elle aussi, flambant neuve,
rénové un peu là, sur le territoire de la paroisse centrale, qui ressemblait beaucoup à la paroisse. Mais l'objectif du CIRE à cette époque-là, dans sa prise de décision, était dans des paramètres qui n'étaient pas optimales pour le citoyen. Donc là, à notre arrivée, il y avait la moitié des nouveaux élus comme maire qui dirigent le service, le CIRE, parce que le CIRE se réfère directement au Conseil des maires. Et maintenant, Pierre participe à ces rencontres-là. Mais juste pour vous dire que, à prime abord, la décision d'approcher la ville, c'était, comme administrateur, je voyais un non-sens de construire une nouvelle caserne quand il y avait une caserne flambant neuve à la ville de Plessisville. Ça, c'était un non-sens, mais à cause de notre manque de vision, on était obligé d'aller, les maires n'avaient pas le choix d'aller vers cette direction-là. Ceci étant dit, je peux vous dire que si le regroupement ne se fait pas, je peux vous dire que je ne pense pas qu'il va y avoir un regroupement de services incendie. C'est relié ensemble. Moi, je pense que c'est relié parce que si on se braque, si la paroisse décide de se retirer des ententes, de se retirer, de faire ces petites choses de son côté, moi, je pense pas, puis je suis pas dans la position des élus de la ville de Plessisville, moi, je pense pas que l'engouement puis l'intérêt va être de collaborer comme c'était le cas. Je sais pas si c'était... Ben, c'est pas dans le sens que... Dans le sens que c'est un... Dans le sens que... Juste comprendre, là, c'est beau, là, on a beaucoup d'ententes, mais si on revient... Puis si on ne fait pas le regroupement, puis on revient à des ententes, puis à analyser, puis à s'ostiner sur des ententes, bien, c'est sûr certain que tout le monde va retirer ses pions, puis tout le monde va être sur la défensive. Fait que c'est pas relié, pas automatiquement, d'après moi, qu'il y a un regroupement du service incendie. Mais on s'entend que le CIRE, il y a une caserne qui est au milieu à la paroisse. Oui. Il y en a une à Saint-Ferdinand. Exact. Ça a été établi quand ils ont ils ont fondé le CIRE. Oui, mais quand vous dites là, que c'est pas le même service, les pompiers là, sont formés, puis ils vont avoir la formation, puis l'intégration des pompiers de la paroisse va se faire graduellement, puis l'intégration de tous les pompiers au nouveau service incendie. Donc, de dire qu'on n'est pas capable d'aller intervenir un peu partout, moi je pense qu'on va le devenir, être capable de le faire si on le fait, puis on va être plus productif, puis ça va être des coûts encore. Imaginez, là, on a 22 pompiers en paroisse, puis on a combien de pompiers à la ville? 28. Donc, c'est beaucoup de pompiers qui pourraient faire la même chose. Oui, mais si la caserne est fermée en paroisse, l'équipement pour éteindre les feux en milieu rural, on n'a pas de borne fontaine dans le milieu rural, là. Non, mais l'équipement... Là, les camions vont être à la caserne, mettons, à Plessisville? Ben, présentement, là, Notre-Dame-de-Lourdes, c'est la caserne qui arrive le plus rapidement possible à la caserne de la paroisse, arrive rapidement à Notre-Dame-de-Lourdes. Dans le sens que ça va être les mêmes équipements. Donc, moi, quand j'appelle pour mes assurances agricoles... C'est le schéma de couverture de risque. À combien de kilomètres la caserne se situe? Moi, c'est à 4 kilomètres. Maintenant, ça va être quoi? Non, mais c'est pas le nombre de kilomètres, c'est le temps, la force de frappe dans le schéma de couverture de risque. C'est ça qui dit à votre assureur si on peut avoir une caserne proche, mais pas personne. On pourrait mettre une caserne à Notre-Dame-de-Lourdes, puis un pompier à Notre-Dame-de-Lourdes. Vous voyez qu'il va y avoir une demi-heure, mais partir de la paroisse, vous voyez que c'est pas l'endroit où est située la caserne, c'est la force de frappe qu'on met dans le plan de schéma de couverture. Pourquoi que les assurances nous demandent à combien de kilomètres? Ben, c'est dans le schéma de couverture. Je dois vous interrompre. Vous rappelez qu'il y a une séance du Conseil le 1er et le 4. On va passer à la dernière question-commentaire. Merci. Désolé de vous interrompre, madame. Madame Vigneault, pour le dernier commentaire, question. C'est toujours sur l'étude de M. Plante. Je ne suis pas certaine s'il y a une erreur ou pas, là. Dans la partie là, qui nous parle des 5 années à venir, OK, à la page 17, là, pour être clair. Oui. Partout, là, il y a une progression, là. Le compte de taxes statu quo en ville ou regroupement en ville, il y a une progression constante. En paroisse statu quo, une progression constante. Et au niveau du regroupement en paroisse, 2028, là,
il y a une baisse du compte de taxes, là. Je voulais savoir si c'est une erreur ou s'il va se passer quelque chose là, qui affectera en rien tous les autres secteurs ou si c'est une erreur. Non, c'est principalement parce que dans l'objectif d'essayer d'harmoniser le tout sur 5 ans, la paroisse a tellement plus de tarification qu'on essayait de s'assurer que tout le monde était gagnant à chacune des années, mais la dernière année, quand on harmonise complètement, ça fait en sorte que la tarification de la paroisse, c'est parce que ici, on n'a pas tous les détails, là, mais nous, on a fait le détail, les taux, les tarifs, etc. Là, et ça fait en sorte que les tarifs baissent d'un coup qu'on harmonise au complet. Donc, ça faisait en sorte qu'effectivement, il y avait une baisse, mais j'aurais aimé ça l'amener graduellement pour que ça soit linéaire, mais peu importe le scénario qu'on faisait, c'est ce que ça donnait. Dans le fond, quand on arrive aux 444 c'est juste l'année 2028, ça. Oui, bien, si vous regardez. L'année avant, c'est moins que ça, là. Bien, vous pouvez constater les écarts entre chacun, là, mais ça se fait graduellement. Là. OK. Si demain matin, on le faisait d'un coup, donc ce qui est l'exemple de l'étude, c'est ce qu'on arriverait, là. Je voulais savoir si c'était une erreur dans le chiffre, parce que c'est le seul qui est en baisse. Mais c'est vraiment parce que la tarification, là, on essayait d'arrimer. Parce que quand on ajustait les tarifications avec celle de la ville, là, parce que la paroisse contribuait beaucoup plus, la ville moins, donc la ville, la tarification augmente, la paroisse, il faut que je la diminue. À la page 23, qui est votre conclusion, on peut voir le résumé justement de ces pages-là. Oui. Moi, j'aurais une question sur la deuxième ligne. Je voudrais savoir, au niveau résidentiel non desservi, on prévoit des économies de 259 là, en 2028 et de 115 à la paroisse. On l'a dit tantôt, là, il y a pas loin de 600 résidences en paroisse qui sont non desservies. Je voudrais savoir combien il y a de résidences en ville qui sont non desservies, là, qui n'ont pas le service d'aqueduc et d'égout. Je demanderais peut-être aux gens de la ville de... À ma connaissance, il y en a 2, c'est ça. La majorité, pour bien faire le travail, il fallait le mettre là, mais il y en a seulement que 2. Tout le monde presque tout le monde. OK. Donc, on parle de 2 résidences qui vont profiter de ce 259 $-là en 2020. Moyenne. Parfait. Je veux savoir, au niveau agricole, vous l'avez mentionné, je pense, tantôt, qu'il y a 2 en ville, il y en a 2 aussi, là. Bien, il y a quelqu'un qui le dit tantôt. Bien, c'est une industrie, je pense, ou un terrain, là. Je ne sais pas si Jean... C'est un entrepôt dans la zone industrielle qui est agricole. Donc, on a une construction agricole en ville. On a un terrain vague. Ainsi qu'un terrain vague. Fait qu'il y a 2 entités qui reçoivent un compte de taxes, là, mettons, au tarif de l'agricole en ville. Oui, comme je dis, un terrain vague et un qui est construit. Oui. Alors, je voudrais savoir, M. Plante, pourquoi, dans votre étude, il n'y a rien qui parle du secteur forestier? Bien, le secteur forestier, je vous dirais, il y avait une limite là, dans les éléments, mais ça pourrait faire partie de la même chose que le taux agricole. Là. Dans les faits, le taux du secteur forestier est introduit là, il y a quelques années qui permet d'aller à un taux inférieur. Donc là, ça sera au conseil de prendre la décision, par exemple, comme on m'a demandé d'avoir un taux spécifique à la catégorie agricole et de le diminuer légèrement, donc dans les différents scénarios, le forestier pourrait suivre la même progression. Historiquement, on retrouvait la catégorie forestière se retrouvait, je dirais, en partie dans l'agricole puis en partie dans le résidentiel. Mais on pourrait appliquer le même taux ou un taux différencié pour la catégorie forestière en fonction fort possiblement de ce qu'on va voir au prochain dépôt de rôle, là, ce que vous allez constater en termes d'évolution de valeur foncière. Peut-être s'il serait pertinent d'ajouter un taux forestier. Il faut comprendre que l'effet de réduire un taux, là, autant au niveau agricole qu'au niveau forestier, dans ce cas-ci, là, parce que c'est les seules catégories qu'on peut baisser les taux, toutes les autres, on peut les augmenter. C'est dans un souci d'équité.
Donc, on le voyait tout à l'heure, là, sur 76 % je pense, au niveau de l'agricole. Ben, en ayant appliqué un taux réduit, ben, toutes les catégories auraient eu la même augmentation. Donc, on aurait amené une augmentation uniforme au niveau de chacun des secteurs. Merci beaucoup, M. Plante. Juste rapidement, juste préciser, Mme Vigneault, que c'est une volonté de faire un taux forestier aussi, là. Oui. C'est agricole et forestier. Sauf qu'en si on tant veut que le mettre propriétaire de terres forestières, on ne peut pas voir dans l'étude l'impact de cela pour les 5 prochaines années. Non, c'est pas. Mais vous comprenez que ça va ressembler à l'agricole. Oui. Merci beaucoup. Donc, avant de... Je vais prendre la tête qu'on précise. Allez-y, monsieur. Le forestier, c'est important. Donc, le forestier n'apparaît pas dans l'étude parce que aussi, vous ne verrez pas non plus les terrains vagues qui sont aussi une autre catégorie. On voulait limiter dans la présentation de l'étude les secteurs parce que ça devenait trop volumineux. Mais il est prévu au niveau forestier un taux similaire ou à peu près à celui agricole. Les terrains vagues, eux autres, c'est un autre dossier. Mais c'est prévu que le forestier, c'est une nouvelle catégorie d'ailleurs depuis 2 ans, je crois. Donc, c'est pour ça, mais c'est prévu que ce soit un taux inférieur au résidentiel pour le forestier aussi. Juste pour vous donner une idée, là, en paroisse de Plessisville, le secteur agricole, il couvre 42 % du territoire. Le secteur forestier, 56 % du territoire de la paroisse. Puis la partie urbaine, 2 % du territoire. Fait que notre parc industriel, nous autres en paroisse, là, c'est l'agricole et le forestier. Fait que, c'est pour ça. Je suis tout à fait d'accord, mais pour aider ces gens-là, Mme Vigneault, un petit peu important assez pour être... Moi, je pense que notre administration présentement là, au conseil, là, on a pleinement conscience de ça. C'est pour ça qu'on fait un choix de faire un taux varié, qu'on soit le plus équitable, puis vous devriez, je pense, c'était demandé par l'UPA de l'érable d'avoir un taux varié dans chaque municipalité. Moi, je pense que c'est un grand pas qu'on fait de l'avant à la paroisse, puis ça aurait dû être fait bien avant. Merci. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Malheureusement, le temps achève. On peut toujours repousser, mais on peut se rendre à dimanche là-dessus. Là. C'est la question qui tue. Ça s'adresse aux 2 maires. Je voudrais qu'ils font tellement une belle job que je voudrais, dans la transition de nos 2 municipalités, qu'ils soient là pour faire la transition, mais pas juste le lendemain de la transition, parce que ça prend des maîtres d'œuvre, puis c'est eux autres qui sont les maîtres d'œuvre. Fait que je voudrais qu'ils soient là. Tu sais que c'est pas moi qui est bas chez nous, hein? Non, mais c'est parce que c'est une question qui va passer à l'histoire. Puis, il faut la réussir. Il faut la réussir absolument. On est rendu là. Qu'on en pense que ce qu'il voudra de ce qui s'est passé. L'avenir est là. Puis, comme Pierre disait, moi, j'ai 15-6 enfants. Puis, j'en ai qui sont partis pour tout s'établir en bonne partie à Plessisville. Fait que c'est pour ça que c'est pas eux autres qu'on le fait. Nous autres, on a fait notre bout, là. Mais c'est ce bout-là, il faut le continuer, puis pour ça, la transition, qu'elle soit réussie. Merci. Merci. Alors, vous pouvez continuer de réfléchir et de partager en passant par la page web ensembleplessisville.info. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je suis convaincu que les 2 conseils municipaux prendront tous vos commentaires en considération. Les maires sont toujours disponibles. Il y a encore les conseils municipaux les 1er mai et 5 juin. Puis, voilà. Merci beaucoup, messieurs les maires. Merci à toute l'équipe. Merci à nos experts. Merci à vous de votre patience et de votre générosité par votre présence et vos questions, commentaires. Est-ce que vous vouliez dire un mot de conclusion, messieurs les maires? Oui. Je veux remercier tout le monde d'être venu ici ce matin. On comprend que c'est une belle journée pour tous. Puis, bonne fête, M. Goudreau. C'est une journée... merci. On prend bien note de vos commentaires. On apprécie vos appuis, c'est sûr. Puis, soyez assurés que c'est un projet gagnant-gagnant. On va toujours garder ça en tête. Et puis, le monde agricole, je suis un agriculteur avant tout. Très rapidement, je veux juste dire merci aux 2 équipes. Merci Joanie, merci Joanne pour la dernière année. Merci à ma gang au conseil.
les conseillers qui sont des ardents défenseurs des positions des demandes des citoyens. Donc, soyez assurés que vous êtes bien représentés au sein du conseil municipal, puis allez à leur rencontre, posez-leur les questions, influencez-les. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je pense que c'est une activité démocratique très importante pour nous, puis je suis vraiment heureux de l'avoir réalisé. Oui, merci, Pierre. Puis une autre chose qui est importante, c'est Pierre, c'est le fun. Moi, je suis le petit pressé. Mais Pierre, on aurait pu vraiment chicaner plusieurs fois au cours de la dernière année. On aurait pu se braquer. Mais on a pris le temps, avec la grande sagesse de Pierre, on peut se laisser la fin de semaine pour réfléchir, Jean-François. On peut se rappeler. Moi, mon petit pressé, tu sais, merci. Je pense qu'on est là en grande partie avec l'implication, puis de José, le sacrifice fait à ta famille. Merci beaucoup. Merci. Juste aussi prendre le temps de bien remercier notre administration. Joanie, Justine, tu as travaillé très fort. Joanne, Jean, les gens du Mamache, Laurie, Christina, tout le monde a travaillé à l'Hôtel de Ville là-dessus. Merci, c'est très apprécié ce que vous avez fait, puis on s'en va dans la bonne direction. Merci à tous. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Vous avez entendu la troisième partie de cette séance d'information et de consultation du 29 avril 2023 pour le projet de regroupement de la ville et de la paroisse de Plessisville. Il s'agit de l'une des étapes pour décider sur les possibles fusions entre les deux municipalités. Une fois que tous les détails sur les conditions de cette fusion soient approuvés, la ville et la paroisse de Plessisville présenteront une demande commune au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec pour que le gouvernement prenne une décision sur le futur du projet de regroupement, prévu pour débuter en janvier 2024. Avec ce troisième épisode, nous arrivons à la conclusion de la dernière séance informative sur les possibles regroupements entre la paroisse et la ville de Plessisville. C'est aussi la fin de la mission érable et approfondie d'aujourd'hui. Nous vous invitons à regarder aussi nos émissions de l'érable en bref de la semaine prochaine. Pour l'instant, passez une excellente fin de semaine.